« Si vous n'avez pas d'argent, vous n'entrez pas ici !» Marc Delville cria assez fort pour que toute la cafétéria l'entende. Tout le monde s'arrêta net. L'homme noir de 50 ans, immobile à l'entrée avec des vêtements simples, rougit. Charles-Henri Almeida avait une réunion importante ici. Mais avant tout, il devait entrer. Charles inspira profondément avant de répondre. Sa voix sortit calme, maîtrisée. « J'ai un rendez-vous !» Marc Delville laissa échapper un éclat de rire qui résonna dans tout l'établissement. Il avait 38 ans, les cheveux gominés en arrière, un costume gris qui coûtait l'équivalent de 3 salaires minimum. Ses yeux parcoururent Charles de haut en bas. Polo délavé, jambes usées, baskets fatiguées, sac en cuir craquelé. « Un rendez-vous ?» La voix de Marc dégoulinait de sarcasme. « Ici, dans ma cafétéria ?» Il croisa les bras sur sa poitrine, bloquant complètement l'entrée. « Et avec qui serait ce rendez-vous si important ?» demanda-t-il, en faisant des guillemets dans l'air avec ses doigts en prononçant le mot « important ». Charles garda une posture droite. Ses épaules ne s'affaissèrent pas. « Avec Robert Tavares et Auguste Mendes ?» répondit-il d'une voix ferme. « À 10h15. » Le rire de Marc devint encore plus fort. Il se tourna vers les clients proches, cherchant leur complicité. « Vous entendez ça ?» demanda-t-il en pointant Charles du pouce. « Ce type prétend connaître Robert et Auguste. » Certains clients détournèrent le regard, gênés. D'autres, en revanche, lui rendirent son sourire, profitant du spectacle. Une femme blonde d'une quarantaine d'années, un sac de marque posé sur les genoux, murmura quelque chose à son ami, et toutes deux rirent à voix basse. Marc se tourna de nouveau vers Charles. Son visage était rouge d'amusement. Ses yeux brillaient de cruauté. « Laissez-moi deviner, » dit-il en faisant un pas de plus. « Vous les avez vus ici une fois. Vous avez appris qu'ils avaient une réunion aujourd'hui. Et vous avez décidé de venir en faisant semblant de les connaître. » Sa voix monta, plus théâtrale. « Vous alliez sûrement demander de l'argent ou essayer de vendre quelque chose, non ?» Charles ferma les yeux une seconde. 50 années de vie, 50 années à entendre ce genre de choses. Lorsqu'il les rouvrit, son expression était sereine, résignée. « Puis-je attendre à cette table dans le coin ?» demanda-t-il en désignant une table vide. Marc laissa échapper un rire bref et sec. « Non. » Sa voix était dure comme la pierre. « C'est une cafétéria premium, pour de vrais clients. » « Je suis un client. » Les mâchoires de Marc se crispèrent. « Ah oui ?» Il inclina la tête sur le côté. « Alors montrez-moi combien d'argent vous avez. » Il désigna le vieux sac avec mépris. « Allez, ouvrez-le. Prouvez que vous pouvez payer un café à 4 €. » Le silence dans la cafétéria devint lourd. Épais, étouffant, tous les regards étaient fixés sur Charles, certains avec une pitié à peine dissimulée, d'autres avec une curiosité malsaine. Une femme âgée aux cheveux blancs, assise près de la fenêtre, fronça les sourcils. Ses lèvres se pincèrent en une fine ligne de désapprobation. Charles serra plus fort la poignée de son sac. Ses doigts blanchirent, sous la tension. Mais sa voix resta calme. « Je n'ai rien à prouver à qui que ce soit. » Le sourire de Marc s'élargit. C'était le sourire de quelqu'un qui venait de gagner une dispute. « Alors vous n'avez rien !» chantonna-t-il presque. « C'est exactement ce que j'imaginais. » Il fit encore un pas vers Charles. Ils n'étaient donc plus qu'à un demi-mètre l'un de l'autre. Marc était légèrement plus grand. Il utilisa cela à son avantage, regardant Charles de haut. « Vous savez quel est le problème avec des gens comme vous ?» Sa voix était venimeuse. Charles ne répondit pas. Il le fixa simplement, les yeux fatigués. « Vous voyez un endroit chic comme celui-ci ?» Marc désigna la cafétéria autour d'eux. « Et vous pensez pouvoir entrer comme ça? Vous pensez que vous y avez droit ?» Ses narines se dilatèrent. « Mais chaque établissement a son public,
Et notre public n'est pas... » Il marqua une pause dramatique, ses yeux parcourant à nouveau Charles. « Pas des gens qui arrivent ici en bus. » La femme aux cheveux blancs frappa sa tasse sur la table avec force. Le bruit fit sursauter plusieurs personnes. « C'est un scandale !» s'exclama-t-elle, la voix tremblante d'indignation. « Un scandale absolu !» Marc se tourna vers elle. Son visage prit une expression de fausse patience. « Madame Béatrice, » dit-il d'une voix mielleuse et condescendante, « avec tout le respect que je vous dois, vous ne comprenez pas comment fonctionne la gestion d'un établissement de ce niveau. » Béatrice se leva. Elle avait environ 65 ans, les cheveux blancs parfaitement coiffés, des vêtements élégants mais discrets. Ses yeux bleus lançaient des éclairs de colère. « Je comprends parfaitement comment cela fonctionne, » répliqua-t-elle en pointant Marc du doigt. « Et je n'aime absolument pas ce que je vois. » Marc haussa les épaules et se tourna de nouveau vers Charles. Il ignora complètement Béatrice. « Écoutez, mon ami, » dit-il en accentuant le mot « ami » avec une ironie moqueuse. « Je vais être très direct avec vous, parce que je crois que vous ne comprenez pas la situation. » Il pointa la sortie du pouce. « Il y a un snack au coin de la rue, le bon goût, café à 60 centimes, sandwich grillé à 1 euro. Beaucoup plus adapté à votre... » Il fit une pause en choisissant soigneusement son mot « profil ». Charles sentit la chaleur lui monter au cou. Pas de colère. De honte. Une honte profonde, brûlante. Il connaissait intimement cette sensation. Il l'avait ressentie des centaines de fois au cours de sa vie. « J'ai un rendez-vous ici », répéta-t-il, chaque mot demandant un effort. Marc secoua la tête comme s'il faisait face à un enfant entêté. « Non, vous n'en avez pas. » Il prononça chaque syllabe lentement. « Vous avez inventé toute cette histoire. » Il se tourna de nouveau vers les autres clients. « Robert Tavares et Auguste Mendes sont des clients VIP, » annonça-t-il fièrement. « Ils fréquentent cet endroit depuis 3 ans. Je les connais personnellement. Je sais exactement le genre de personnes qu'ils fréquentent. » Ses yeux revinrent sur Charles avec mépris. « Et ce ne sont certainement pas des gens comme vous. » Patricia, la jeune barista derrière le comptoir, se mordait nerveusement la lèvre inférieure. Elle avait 23 ans, les cheveux bouclés attachés en chignon, un uniforme impeccable. Ses mains tremblaient tandis qu'elle essuyait une tasse. Elle savait que ce qui se passait était mal. Très mal. La veille au soir, c'était elle qui avait répondu au téléphone. Un homme poli avait appelé, une voix calme, un ton respectueux. « Je souhaiterais faire une réservation pour 3 personnes. Demain, à 10h15. Nom, Charles Almeida. » Elle avait tout noté dans le système. Vérifié 2 fois. La réservation était bien là. Mais Marc Delville était son supérieur. Et elle avait désespérément besoin de ce travail. Elle vivait seule, payait ses études le soir, avait des factures en retard. Malgré tout, elle rassembla son courage. « Marc ?» Sa voix sortit basse, hésitante. « Il y a bien une réservation, je l'ai notée hier. » Marc pivota sur ses talons. Ses yeux se rétrécirent en la regardant. « Patricia ?» Sa voix était un avertissement clair. « Occupe-toi de ton travail. » Elle fit un pas en arrière, mais insista. « Mais je l'ai noté. C'est dans le système. »« Je t'ai dit de t'occuper de ton travail !» cria Marc. Sa voix résonna dans toute la cafétéria. Patricia déglutit. Des larmes commencèrent à se former dans ses yeux. Elle cligna rapidement, essayant de les retenir. « Pardon !» murmura-t-elle en se retournant vers le comptoir. Charles observa toute la scène. Il vit la manière dont Marc traitait son employé, comment il l'avait humilié publiquement. Il vit ses mains trembler lorsqu'elle se détourna. Il vit la larme qui s'échappa et glissa le long de sa joue. Et quelque chose en lui se durcit. Marc se tourna de nouveau vers les clients. Son visage était rouge de colère, mais il força un sourire.
« Je m'excuse pour le désagrément, mesdames et messieurs », dit-il en faisant un geste de rejet en direction de Charles. « Parfois, des gens apparaissent sans comprendre les codes sociaux les plus basiques. » Une femme rousse d'une 50aine d'années acquiesça. « Effectivement, » dit-elle assez fort pour que Charles l'entende. « C'est pour ça que j'adore cet endroit. Il maintient le standing. » Charles ferma de nouveau les yeux. Il inspira profondément 3 fois. Quand il les rouvrit, il regarda Marc droit dans les yeux. « Combien de temps reste-t-il avant 10h15 » demanda-t-il. Marc regarda ostensiblement sa montre hors de prix. « 12 minutes » répondit-il avec un sourire mauvais. « Pourquoi ? Vous allez attendre dehors jusqu'à l'arrivée de vos amis imaginaires ?» Il fit à nouveau des guillemets dans l'air. « Je vais attendre » répondit simplement Charles. Puis il fit quelque chose que personne n'attendait. Il se dirigea vers l'un des canapés de l'espace d'attente, s'assit le dos droit, posa son vieux sac sur ses genoux et resta là, à attendre. Marc cligna des yeux, surpris. D'ordinaire, quand il humiliait quelqu'un de cette manière, la personne partait rapidement, honteuse, brisée. Mais cet homme s'assit et attendit. « Vous plaisantez, j'espère » ricana Marc nerveusement. Charles ne répondit pas. Il regarda simplement droit devant lui. Marc sentit une première boule se former dans son ventre. Quelque chose n'allait pas. Cet homme ne semblait pas intimidé. Il semblait patient, comme s'il savait quelque chose que Marc ignorait. « Très bien, » dit Marc en forçant l'assurance dans sa voix. « Restez là. Quand il sera 10h15 et que personne ne viendra, vous vous lèverez et vous partirez, seul, sans faire de scène. » Charles hocha légèrement la tête. Les 12 minutes suivantes furent les plus tendues de la vie de Marc. Il tenta de reprendre son travail normalement. Salua des clients, vérifia des tables. Mais ses yeux revenaient sans cesse vers Charles. L'homme assis sur le canapé, immobile comme une statue. En attente. Patricia nettoyait le même comptoir pour la 5e fois. Ses yeux revenaient eux aussi vers Charles. Elle priait pour que ses amis arrivent vraiment. Béatrice resta à sa table, mais ne toucha plus à son café. Elle observait simplement la scène, les lèvres toujours pincées de désapprobation. D'autres clients murmuraient entre eux « Je pense qu'il bluffe. » Évidemment, regarde ses vêtements. Et si c'était vrai? Impossible. À 10h14, Marc regarda de nouveau sa montre. 1 minute. Il lança à Charles un regard où se dessinait déjà un sourire victorieux. Mais alors, la porte s'ouvrit. Et 2 hommes entrèrent. Robert Tavares entra le premier. 52 ans, cheveux grisonnants parfaitement coupés, costume bleu marine qui devait coûter près de 1 000 €. Il portait une mallette en cuir italien véritable. À son poignet, une montre suisse valant plus qu'une petite voiture. Juste derrière lui venait Auguste Mendes, 55 ans, costume gris anthracite, lunettes de marque. Ses chaussures anglaises brillaient sous les lumières de la cafétéria. Le visage de Marc se transforma instantanément. Toute arrogance disparut, remplacée par une adulation totale. « Monsieur Robert !» s'exclama-t-il en se précipitant vers eux, les bras ouverts. « Monsieur Auguste, quel immense plaisir de vous revoir !» Sa voix était devenue du miel fondu. Rien à voir avec le ton employé avec Charles. « Votre table habituelle est prête !» poursuivit-il avec enthousiasme. « Je l'ai préparée personnellement. » Robert lui jeta à peine un regard. Ses yeux parcouraient la cafétéria, cherchant quelqu'un. « Où est Charles ?» demanda-t-il en fronçant les sourcils. Marc se figea. Son sourire vacilla. « Charles ?» répéta-t-il, la voix montant d'une octave. « Charles Almeida », précisa Auguste en regardant autour de lui. « Nous avons rendez-vous avec lui ici, à 10h15. » Il consulta sa montre. « Il n'est pas encore arrivé ?» C'est alors qu'Auguste le vit. Charles,
assis sur le canapé de l'espace d'attente. Ses yeux s'écarquillèrent. « Charles !» cria-t-il, un immense sourire éclairant son visage. Il traversa la cafétéria à grands pas. Arrivé devant Charles, il ouvrit les bras. Charles se leva. Auguste l'enlaça dans une étreinte forte, chaleureuse, le genre d'accolade réservé aux vieux amis. « Mon frère !» s'exclama Auguste en lui tapant dans le dos. « Ça fait combien de temps ? Je pensais que tu avais disparu. » Robert était déjà à leur côté. Son sourire était tout aussi sincère. « Charles !» Il lui tendit la main, que Charles serra fermement. Puis Robert l'attira lui aussi dans une accolade. « Comment vas-tu » demanda-t-il en reculant pour le regarder dans les yeux. « Tout va bien dans ta famille ?» Charles sourit, un sourire discret, mais vrai. « Tout va bien, Dieu merci », répondit-il avec chaleur. « Et vous ?»« Parfaitement !» répondit Auguste. Marc était totalement paralysé. Sa bouche s'ouvrait et se refermait comme celle d'un poisson hors de l'eau. Ses yeux semblaient prêts à sortir de leurs orbites. Son visage passa du rouge au blanc, puis au vert. Cela ne pouvait pas arriver. Ce n'était pas possible. Robert et Auguste ne pouvaient pas vraiment connaître cet homme. Son esprit refusait de terminer la pensée. « Vous le connaissez ?» balbutia-t-il en faisant un pas hésitant vers eux. Robert se tourna vers lui. Son expression était d'une confusion sincère. « Bien sûr que nous le connaissons, » répondit-il comme si c'était évident. « Charles est notre ami. »« Un ami de longue date », ajouta Auguste en posant affectueusement la main sur l'épaule de Charles. Marc sentit le sol se dérober sous ses pieds. Ses jambes fléchirent. Il dut s'appuyer sur une chaise voisine pour ne pas tomber. « Mais, balbutia-t-il en pointant Charles d'une main tremblante. « Mais lui quoi, Marc ?» La voix de Robert se fit plus froide. Ses yeux se plissèrent. « Que se passe-t-il ici ?» Auguste sentit lui aussi la tension dans l'air. Il regarda Marc, puis Charles. Puis il vit l'expression sur le visage de son ami. Charles était calme, très calme. Mais ses yeux portèrent quelque chose de lourd, quelque chose de triste. « Charles ?» demanda Auguste doucement. « Tout va bien ?» Charles inspira profondément. Ses épaules montèrent et redescendirent lentement. « Marc ne voulait pas me laisser entrer, » dit-il d'une voix neutre. « Il a dit que je n'avais pas le profil approprié pour être ici. » Le silence qui tomba fut absolu. Robert se tourna lentement vers Marc. Son expression était figée. « Il a dit quoi ?» Sa voix était basse, dangereusement basse. Marc leva les mains, paniqué. « Non, ce n'est pas comme ça. Je peux expliquer. »« Alors explique !» dit Auguste. Sa voix était glaciale à son tour, les mâchoires serrées. « Je ne savais pas qui il était. » Marc gesticulait frénétiquement. « Il est arrivé ici avec des vêtements simples, sans prévenir, sans identification. J'ai pensé que... » « Tu as pensé quoi, exactement ?» Robert fit un pas vers Marc. Sa posture était menaçante. Qu'il ne méritait pas d'entrer parce qu'il ne portait pas de costume. « Non, ce n'est pas ça. »« Alors quoi ?» insista Auguste. Béatrice se leva de sa table. Sa voix coupa court à toutes les autres. « J'ai tout vu !» dit-elle en pointant Marc du doigt. « Cet homme a humilié Monsieur Charles de manière vile et cruelle. » D'autres clients commencèrent à parler à leur tour. Il l'a pratiquement mis dehors. Il lui a dit d'aller au snack du coin. Il a aussi crié sur l'employé. Il a été extrêmement agressif. Chaque témoignage était une estocade portée à l'orgueil de Marc. Robert regarda autour de lui, voyant la confirmation sur tous les visages. Puis il se tourna vers Charles. « Il t'a expulsé ?» Sa voix tremblait d'une colère contenue. « Il a essayé. » Charles haussa les épaules. « Mais j'ai décidé d'attendre quand même. »« Charles ?» Auguste secoua la tête, incrédule.
Ça va, dit Charles. Ce n'est pas la première fois, et ce ne sera pas la dernière. La résignation dans sa voix brisa le cœur de Robert. Il connaissait Charles depuis 8 ans. Il connaissait son histoire. Il savait d'où il venait. Il savait à quel point il s'était battu. Et voir son ami traité ainsi, dans cet endroit... « Marc, dit Robert en se tournant vers le gérant, les yeux en feu. Sais-tu qui est le propriétaire de cette cafétéria ?» Marc cligna des yeux, confus par ce changement de sujet. « C'est Monsieur Almeida, Charles-Henri Almeida. »« Et as-tu déjà vu ce Monsieur Almeida une seule fois ?»« Non, il n'apparaît jamais, il reste en coulisses. C'est l'ancienne gérante qui m'a engagé. » Robert échangea un regard avec Auguste. Puis tous deux regardèrent Charles. « Tu veux le dire ou on le dit ?» demanda Auguste doucement. Charles ferma les yeux un instant. Quand il les rouvrit, une décision y brillait. « Je vais le dire. » Il se tourna vers Marc. Le gérant était livide, en sueur, tremblant. « Mon nom complet, dit Charles, chaque mot clair et précis, est Charles-Henri Almeida. » Il marqua une pause. « Je suis le propriétaire du café Essence. » La révélation explosa comme une bombe. Marc chancela en arrière. Ses yeux s'écarquillèrent au point de sembler prêts à sortir de leurs orbites. Sa bouche s'ouvrit en un « O » parfait de choc. « Vous ! Vous !» tenta-t-il de parler, mais aucun son ne sortit. Il s'éclaircit la gorge, essaya encore. « Vous êtes le propriétaire ?» Sa voix n'était plus qu'un murmure étranglé. « Depuis 5 ans, confirma Charles. « Depuis le jour où j'ai ouvert ces portes. » Robert croisa les bras, observant la réaction de Marc avec une satisfaction sombre. Auguste secouait la tête, encore incrédule face à toute cette situation. Béatrice porta les mains à sa bouche, les yeux brillants. Patricia, derrière le comptoir, laissa tomber la tasse qu'elle tenait. Le bruit du verre se brisant sur le sol résonna dans la cafétéria silencieuse. Elle ne bougea même pas pour nettoyer. Elle regardait simplement Charles, la bouche ouverte. « Mon Dieu !» murmura-t-elle. Les autres clients commencèrent à murmurer frénétiquement. « C'est lui le propriétaire ? L'homme que le gérant a expulsé est le patron ? Ce n'est pas possible. » Mais les autres l'ont confirmé. La femme rousse qui avait approuvé Marc plus tôt était rouge de honte. Elle essayait de se faire toute petite sur sa chaise. L'homme d'affaires à côté d'elle était au téléphone, racontant sans doute le drame qui se déroulait en direct. Marc s'agrippa à la table à 2 mains. Ses jambes ne le portaient plus. Son visage était gris. Des gouttes de sueur coulaient le long de ses tempes. « Monsieur Almeida, » réussit-il à dire, la voix brisée. « Je jure que je ne savais pas. Et c'est précisément là le problème. » Charles l'interrompit. Sa voix était calme. Beaucoup trop calme. C'était le calme avant la tempête. « Si tu avais su qui j'étais, tu m'aurais traité différemment. Et tu n'aurais pas dû. » Il pointa l'entrée du doigt. Toute personne qui franchit cette porte mérite le même respect. Peu importe que ce soit le PDG d'une multinationale ou un livreur d'application. Peu importe qu'il porte de l'Armani ou des vêtements du marché. Rien de tout cela ne compte. Charles fit un pas vers Marc. Le gérant se recroquevilla. « J'ai construit cet endroit sur une philosophie simple, » poursuivit Charles. « Du café de qualité pour tous, un service digne pour tous. Un espace où chacun peut se sentir le bienvenu. » Sa voix se durcit. « Mais toi, tu as transformé cela en un club d'élite, où l'on n'entre que si l'on passe ton test visuel d'approbation. Je protégeais le standing de l'établissement, » tenta Marc. « Le standing ?» Charles cracha presque le mot. « Quel standing ? La discrimination ? Les préjugés ? L'humiliation ?» Il se tourna vers la cafétéria. « Y a-t-il quelqu'un ici qui a déjà été maltraité par Marc ?
Le silence dura 3 secondes. Puis, hésitant, un jeune homme en uniforme de livreur leva la main. Il se tenait dans un coin, attendant une livraison. « Moi », dit-il d'une voix basse. « À chaque fois que je viens chercher une commande, il m'interdit d'utiliser les toilettes. Il dit que c'est réservé aux clients. » Charles hocha la tête, l'invitant à continuer. « Une fois, j'étais désespéré. J'avais bu beaucoup d'eau. J'ai supplié. Il m'a dit d'aller à la station-service au coin de la rue. » Le jeune homme baissa les yeux, honteux. « J'ai fini par me faire dessus. En pleine rue. » Un murmure de choc parcourut les clients. Une étudiante leva timidement la main à son tour. « Je suis venue ici avec mon petit ami la semaine dernière, » dit-elle en se mordant la lèvre. « On avait nos sacs de fac. Il nous suivait du regard en permanence, comme si on allait voler quelque chose. » Elle regarda son compagnon à côté d'elle. On s'est senti tellement mal à l'aise qu'on est parti sans même commander. Un homme aux cheveux blancs prit également la parole. « La première fois que je suis venu ici, il m'a regardé de haut en bas, » raconta-t-il, la voix tremblante d'une colère contenue. « Je portais des vêtements de randonnée. Je revenais du parc. Il m'a dit, et je cite, « Peut-être que vous êtes perdu, monsieur. Il y a un café sur l'avenue qui est plus abordable. » D'autres récits suivirent, chacun révélant un schéma clair de discrimination. Marc semblait rapetisser, devenir de plus en plus pâle. Charles écoutait tout, le visage sombre. « 3 ans, dit-il finalement. 3 ans que tu travailles ici. Combien de personnes as-tu fait fuir? Combien ?» Marc ne répondit pas. Il regardait simplement le sol, vaincu. « Patricia » appela Charles. La jeune barista sursauta. « Oui, monsieur ?» Sa voix tremblait. « Tu as été la seule à essayer de me défendre, la seule à remettre Marc en question. » Elle rougit. « Je trouvais juste que c'était injuste. » « Et ça l'était, très injuste. » Charles lui sourit, un sourire discret, mais bienveillant. « Depuis combien de temps travailles-tu ici ? » « 6 mois, monsieur Almeida. »« Et comment est-ce de travailler pour lui ?» demanda Charles, en désignant Marc. Patricia regarda son ancien supérieur. Une partie d'elle ressentait de la pitié. Mais la plus grande partie se souvenait de toutes les humiliations. « C'est difficile, » admit-elle. « Il crie beaucoup. Il humilie quand on se trompe. Il réprimande devant tout le monde. » Des larmes commencèrent à couler sur son visage. « Une fois, j'ai renversé du café par accident. Il m'a forcé à nettoyer à genoux. Devant tous les clients. Il a dit que c'était pour m'apprendre à faire plus attention. » Charles ferma les yeux. Il inspira profondément. Quand il les rouvrit, il y avait de la détermination dans son regard. Il ouvrit le vieux sac qu'il portait. En sortit une chemise plastique remplie de documents. Il s'approcha de Marc et posa les papiers sur la table à côté de lui. « Tu veux voir ?» demanda-t-il d'une voix dure. « Tu veux voir les preuves ?» Marc prit les documents, les mains tremblant de façon incontrôlable. Acte de propriété du café. Nom : Charles-Henri Almeida. Statut de l'entreprise. Propriétaire unique : Charles-Henri Almeida. Licence. Autorisation. Contrat avec les fournisseurs. Tout était signé par Charles. « Mon Dieu !» murmura Marc. « C'est vrai. Tout est vrai. » Les papiers glissèrent de ses mains, se répandirent sur le sol. Il leva les yeux vers Charles, désespéré. « Monsieur Almeida, s'il vous plaît, j'ai besoin de ce travail. J'ai une famille, des factures à payer. » « Tu aurais dû y penser avant, » dit Robert froidement. Auguste acquiesça. « Tu ne mérites aucune indulgence. » Mais Charles leva la main pour demander le silence. « Attendez, » dit-il. Tous se tournèrent vers lui, surpris. « Marc va apprendre une leçon, » poursuivit Charles. « Mais pas de la manière que vous imaginez. » Il regarda Marc droit dans les yeux. « Tu es renvoyé de ton poste de gérant. C'est non négociable. » Marc ferma les yeux, les larmes coulant enfin. « Mais,
continua Charles. « Je vais t'offrir une alternative. » Les yeux de Marc s'ouvrirent brusquement. « J'ai un restaurant dans un quartier populaire, à l'est de la ville, Sabor da Villa. » Charles croisa les bras. « Je vais te proposer un poste de serveur. Salaire minimum plus pourboire. 6 mois à l'essai. »« Serveur ?» répéta Marc, incrédule. « Oui, tu vas servir des tables, tu vas t'occuper de travailleurs, de gens qui gagnent peu et travaillent dur. Tu vas apprendre à traiter tout le monde avec respect, peu importe ce qu'ils ont dans leur portefeuille. » Charles se pencha légèrement en avant. « Au bout de 6 mois, si tu prouves que tu as vraiment changé, on discutera d'un retour. Mais jamais plus comme gérant. Du moins, pas avant longtemps. » Marc regardait Charles comme s'il voyait un miracle. « Vous me donnez une seconde chance ?»« Oui, » répondit Charles, « parce que je crois que les gens peuvent changer. Mais c'est la dernière. Si tu la gâches, il n'y en aura pas de troisième. » Marc tomba à genoux. Littéralement. Au milieu de la cafétéria, il s'effondra et se mit à pleurer. Des sanglots profonds secouaient tout son corps. « Merci », parvint-il à dire entre 2 sanglots. « Merci. Je vais changer. Je le promets. » Charles ne répondit pas. Il observa simplement un instant. Puis se tourna vers Patricia. « Toi ?» dit-il. Elle déglutit. « Oui, monsieur ? À partir d'aujourd'hui, tu es la gérante par intérim, avec un salaire correspondant au poste. » Patricia resta figée. « Moi ? Mais je n'ai pas d'expérience. »« Tu as quelque chose de plus important, » dit Charles. « Du caractère, du courage. Tu as défendu ce qui était juste, même en ayant peur. » Il sourit. « Ça, aucun diplôme ne peut l'enseigner. » Les larmes de Patricia étaient maintenant des larmes de joie. « Je ne sais pas quoi dire. Dis que tu acceptes. »« J'accepte !» s'écria-t-elle presque. « Oui, j'accepte. » La cafétéria explosa en applaudissements. Même Robert et Auguste applaudirent, souriant. Béatrice pleurait d'émotion. « Justice !» s'exclama-t-elle. « Ça, c'est de la vraie justice !» Charles attendit que les applaudissements diminuent. Puis il balaya la cafétéria du regard. « Je veux que tout le monde ici comprenne une chose, » dit-il d'une voix forte et claire. « Cette cafétéria a été créée pour être un lieu accueillant, pour toutes les personnes, sans exception. » Il pointa une plaque au mur sur laquelle on lisait « Excellence de service ». L'excellence, ce n'est pas mettre dehors ceux qui ne correspondent pas aux standards visuels que vous avez décidés. L'excellence, c'est traiter tout le monde avec respect. Sa voix se fit plus ferme. À partir d'aujourd'hui, tout employé qui discrimine un client sera renvoyé sur le champ. Peu importe la raison, peu importe l'excuse. Charles se tourna vers Patricia. « C'est clair ? Très clair, monsieur Almeida. »« Parfait. » Il se tourna vers Robert et Auguste. « Il est encore temps pour notre réunion ?» Robert sourit. « Bien sûr. » Tous 3 s'installèrent à la meilleure table de la cafétéria. Patricia, encore sous le choc mais déterminée, prépara 3 cappuccinos parfaits. Pendant que les hommes parlaient affaires, Marc resta à genoux sur le sol. Finalement, il se releva, s'essuya le visage, rassembla ses affaires personnelles et quitta la cafétéria en silence. Son chemin de transformation ne faisait que commencer. Robert but une gorgée de cappuccino. « Parfait, comme toujours. » Mais son regard restait fixé sur Charles. « Pourquoi ne nous as-tu jamais rien dit ?» demanda-t-il en reposant sa tasse sur la soucoupe avec soin. Charles regarda par la fenêtre. Il observa les voitures qui passaient, les gens pressés, la vie normale qui continuait dehors. « À propos de la cafétéria ?» répondit-il, sans quitter l'extérieur des yeux. « À propos de tout !» dit Auguste en posant les coudes sur la table. « De qui tu es vraiment ? D'où tu viens ? Comment tu es arrivé jusqu'ici ?» Charles tourna la tête vers eux. Ses yeux étaient fatigués, chargés d'histoires anciennes. « Vous voulez vraiment savoir ? Oui,
répondit Robert avec fermeté. « Nous sommes tes amis, Charles, mais nous ne connaissons que des morceaux de ton histoire. » Charles inspira profondément. Ses doigts tapotèrent la table un instant. Puis il commença. « Je suis né à Embu das Artes, dit-il d'une voix basse, dans la périphérie. Ma mère, Madame Constance, était employée de maison. Elle travaillait 6 jours par semaine dans des maisons du sud de la ville. » Il fit une pause, le souvenir vivant dans ses yeux. « Mon père, M. Milton, était maçon. Il se levait à 4 heures du matin. Il rentrait à 7 heures du soir, les mains toujours abîmées, le dos toujours douloureux. Robert et Auguste écoutaient dans un silence respectueux. On vivait dans une maison de 3 pièces. Moi, mes parents et ma petite sœur, Jeanne. Charles sourit tristement. Il y avait des fissures dans les murs. En hiver, on dormait sous 3 couvertures parce qu'on n'avait pas de chauffage. En été, on étouffait de chaleur. Auguste sentit une douleur lui serrer la poitrine. Son enfance à lui avait été si différente. Grande maison, employé, confort. « Mais tu sais ce que mes parents disaient toujours ?» poursuivit Charles. Sa voix s'adoucit, pleine d'affection. Il disait qu'on était riche d'une autre manière. Riche en dignité, en travail honnête, en amour. Il essuya discrètement le coin de son œil. Ma mère travaillait dans 5 maisons différentes, toutes chez des gens riches, et chaque semaine elle rentrait en racontant comment elle était traitée. Charles serra les poings sur la table. Il y avait une patronne qui ne la laissait pas utiliser les mêmes toilettes que la famille. Une autre qui fouillait son sac tous les jours, cherchant si elle avait volé quelque chose. Robert secoua la tête, écœuré. « Une fois, » poursuivit Charles, la voix tremblant légèrement, « ma mère est rentrée à la maison en pleurant, sanglotant. Elle n'arrivait même pas à parler correctement. »« Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda Auguste doucement. La patronne l'a accusée d'avoir volé une boucle d'oreille chère. Elle a fouillé le sac de ma mère devant tout le monde. Elle a crié, elle l'a humiliée. Charles ferma les yeux. 3 jours plus tard, la fille de la patronne a retrouvé la boucle d'oreille dans sa propre chambre. Elle était tombée derrière la commode. Et la patronne s'est excusée ? Charles eut un rire sans joie. Elle n'a même pas regardé ma mère. Elle a continué à la traiter comme si rien ne s'était passé. Il rouvrit les yeux. Ce jour-là, j'ai décidé. J'avais 12 ans. J'ai décidé qu'un jour, j'aurais de l'argent. Pas pour frimer, mais pour que ma mère n'ait plus jamais à subir ça. Robert avala le nœud dans sa gorge. J'ai commencé à travailler à 14 ans. Aide-boulanger. Je me levais à 3 heures du matin. J'étudiais le soir. Mon père ne voulait pas. Il disait que je devais me concentrer sur les études. Mais j'insistais. Charles regarda ses propres mains. De grandes mains fortes, marquées par le travail. À 18 ans, j'ai obtenu un emploi à la Banque centrale du Brésil, agent d'entretien. Je nettoyais les toilettes des cadres. Sa voix se durcit. Tu sais comment ils me traitaient, comme si j'étais invisible. Ils passèrent devant moi dans le couloir comme si je n'existais pas. Ils jetèrent des déchets par terre exprès. Certains riaient quand je devais nettoyer. « Charles !» commença Auguste. « Mais j'observais !» l'interrompit Charles. « J'observais tout. Comment ils parlaient, comment ils s'habillaient, comment ils faisaient des affaires, comment l'argent fonctionnait. » Il se pencha en avant. Le soir, j'allais à la bibliothèque publique. Je lisais tout sur la gestion, l'économie, le commerce, tout ce que je pouvais trouver. Robert était impressionné. À 22 ans, j'avais économisé chaque centime possible. Je travaillais le jour, j'étudiais le soir, je ne sortais pas, je ne dépensais rien, sauf l'essentiel. Charles prit sa tasse. But une longue gorgée. Jusqu'au jour où j'ai réuni 15 000 €, une fortune pour moi à l'époque. « Et qu'est-ce que tu as fait ?» demanda Auguste. « J'ai ouvert mon premier snack. Petit, 5 tables. Moi, ma sœur et un aide. » Un vrai sourire apparut sur le visage de Charles.
Saborda Periferia, c'était le nom. À l'est de la ville, le même quartier où j'ai grandi. « C'est le restaurant où tu vas envoyer Marc ?» demanda Robert. « Oui, celui-là. J'ai rénové, modernisé, mais j'ai gardé l'esprit. Cuisine maison, prix juste, respect pour tout le monde. » Charles regarda autour de lui, vers le café Essence. « Le snack a marché. Tu sais pourquoi ?»« Pourquoi ? Parce que je traitais les gens comme j'aurais voulu qu'on me traite, comme ma mère aurait voulu qu'on la traite. » Il tapota doucement la table. Le livreur ? Je lui offrais un café. Le maçon qui arrivait couvert de poussière de chantier ? Je lui donnais la meilleure table, service fait IP. La femme de ménage ? Une réduction spéciale. Les yeux de Robert brillaient de larmes. En 5 ans, j'ai ouvert 4 autres snacks. En 10 ans, j'en avais 15. Certains simples, d'autres plus élaborés. Mais tous avec la même règle, respect pour tous. Et cette cafétéria ? Demanda Auguste en désignant l'endroit autour d'eux. C'était un autre rêve, sourit Charles. Je voulais prouver quelque chose. À moi-même, peut-être ? Il fit une pause. Je voulais prouver que je pouvais créer quelque chose de sophistiqué, haut de gamme, mais sans perdre mes valeurs, sans discrimination, sans préjugés. Sa voix devint triste. Mais j'ai échoué, parce que j'ai fait confiance à la mauvaise personne. Et pendant 3 ans, cet endroit est devenu exactement ce que je déteste le plus. Tu n'as pas échoué, dit Robert fermement. Tu as fait confiance, et quand tu l'as découvert, tu as agi immédiatement. Et en plus, ajouta Auguste, la manière dont tu as géré Marc était impressionnante. Beaucoup, à ta place, l'auraient simplement renvoyé. Tu lui as donné une chance d'apprendre, de changer. Charles haussa les épaules. Tout le monde mérite une seconde chance. Mon père disait toujours ça, mais la seconde chance doit venir avec une leçon, avec une conséquence, avec un vrai apprentissage. Il regarda l'endroit où Marc se trouvait quelques instants plus tôt. On verra s'il saisit cette chance. La réunion se poursuivit encore 1 heure. Ils discutèrent affaires, partenariats, opportunités. Mais la conversation revenait toujours aux valeurs, à l'importance de bien traiter les gens. Quand Robert et Auguste partirent enfin, chacun prit Charles dans une longue étreinte. « Merci de nous avoir fait confiance, » dit Robert. « Merci d'avoir partagé ton histoire. »« Vous êtes plus que des associés, » répondit Charles. « Vous êtes des frères. » Après leur départ, Charles resta. Il s'assit avec Patricia. Il expliqua les procédures, les politiques, les valeurs. La règle la plus importante, dit-il en la regardant droit dans les yeux, c'est que tout le monde est le bienvenu. Tout le monde. Toujours. Patricia notait tout frénétiquement. Et si quelqu'un vient juste pour provoquer des problèmes ? Alors tu agis avec fermeté, mais avec politesse. Le critère, ce n'est jamais, jamais l'apparence ou l'argent. C'est le comportement. Il se leva. Je viendrai plus souvent. J'observerai. J'aiderai. Tu n'es pas seul là-dedans. Merci, monsieur Almeida, dit Patricia, les yeux brillants de gratitude. Je ferai de mon mieux. Je sais. Lundi matin. Marc se réveilla à 5 heures. Il n'avait pas réussi à dormir correctement de toute la nuit. Il s'était retourné dans son lit, à penser, à se souvenir. Son appartement à Pinheiros, dont le loyer coûtait 800 €, lui semblait vide à présent. Trop silencieux. Il se leva, alla à la salle de bain. Se regarda dans le miroir. L'homme qui lui faisait face était différent. De profondes cernes. Le visage pâle. Les yeux rouges à force de pleurer. Il prit une douche, puis attrapa l'uniforme reçu la veille. Chemise blanche, simple, pantalon noir, tablier. Pas de costume italien, pas de gel dans les cheveux. Rien qui le fasse paraître supérieur à qui que ce soit. Sa compagne, Julie, dormait encore. Il ne voulut pas la réveiller. La conversation de samedi le brûlait encore. « Serveur » avait-elle dit, la voix trop forte.
Marcelo, tu es devenu serveur? C'est temporaire, avait-il tenté d'expliquer. 6 mois, c'est ça ou rien? Mais serveur, Marcelo, dans un restaurant de périphérie. Julie, s'il te plaît. Mes parents vont devenir fous quand ils l'apprendront. Mon Dieu, qu'est-ce que les gens vont penser? Il sortit de chez lui à 6 heures. Il prit le métro, ce qu'il n'avait pas fait depuis des années. Sa borda villa se trouvait à 3 pâtés de maison de la station. 10 minutes de marche. Quand il arriva, à 7 heures, le restaurant était déjà ouvert. Madame Roseline Dupont était là. 60 ans, cheveux gris attachés en chignon bas, tablier fleuri. Petite, ronde, avec des yeux vifs qui semblaient voir à travers les gens. « C'est toi, Marc ?» demanda-t-elle, d'une voix rauque de quelqu'un qui avait fumé pendant des années. « Oui. » Elle le regarda de haut en bas. « Monsieur Charles m'a raconté ton histoire. » Marc baissa les yeux. « Il m'a dit que tu étais un arrogant imbécile qui devait apprendre l'humilité. » Marc déglutit. « Il m'a aussi dit qu'il croyait que tu pouvais changer. Alors je vais te donner cette chance. » Madame Roseline croisa les bras. « Mais ici, avec moi, tu n'es pas gérant, tu n'es pas chef, tu n'es rien d'autre qu'un serveur. Compris? Compris? Si je te dis de nettoyer les toilettes, tu les nettoies. Si je te dis de laver la vaisselle, tu la laves. Si je te dis de balayer le trottoir, tu le balaies. C'est clair? » « C'est clair. Parfait. » Elle lui lança une planchette. « Voici le menu. Tu l'apprends par cœur avant le service du midi. À 11 heures, ça commence. » Marc regarda la planchette. Plat du jour, 3 €. Barquette à emporter, 2,40 €. Jus, 0,80 €. Des prix si différents de ceux du café Essence. Tellement simple. « Et enlève cette montre, » ordonna Madame Roseline en pointant le Rolex à son poignet. « Pourquoi? Parce qu'ici, personne ne porte une montre à 1 000 €. Ça va mettre les clients mal à l'aise. Et ça va te faire te sentir supérieur. Et tu ne l'es pas. » Marc retira la montre lentement, la glissa dans sa poche. Il se sentit nu sans elle. Les heures jusqu'au déjeuner passèrent lentement. Madame Roseline l'envoya aider en cuisine. Éplucher des pommes de terre, couper des oignons, laver des casseroles. Ses mains, habituées à taper sur un clavier et à tenir des verres à vin, étaient maintenant rougies par l'eau chaude. Ses doigts brûlaient à cause des oignons. À 11 heures pile, les premiers clients arrivèrent. Des ouvriers du bâtiment. Des uniformes tachés de ciment et de peinture. Des bottes lourdes laissant des traces de terre. Marc sentit son estomac se retourner. Pas de dégoût, de honte, la honte de la façon dont il aurait traité ces gens au café Essence. « Marc !» appela Madame Roseline. « Table 3 !» Il prit la planchette, les mains tremblantes, s'approcha de la table. 4 hommes parlaient fort, riaient. « Bonjour !» dit Marc, la voix étrange. « Je peux prendre votre commande ?» L'un d'eux, un homme d'une 50aine d'années, le regarda. « Tu es nouveau ici, mon garçon ?»« Oui. Premier jour ?»« Bienvenue. » L'homme sourit largement. « Tu peux nous apporter 4 plats du jour complet, avec de la farofa. »« Plat du jour ?» demanda Marc, confus. Les hommes éclatèrent de rire. Ce n'était pas un rire méchant. C'était un rire vrai, amical. « Plat du jour, mon gars ?» expliqua un autre. « Riz, haricots, viande, salade. »« Ah, d'accord. 4 plats du jour, noté. » Quand il revint au comptoir, Madame Roseline souriait. « Tu ne savais pas ce que c'était, hein ?»« Non, avoua-t-il. »« Alors tu vas apprendre. Ici, on parle la langue du peuple. » Le service du midi fut chaotique. Marc se trompa dans des commandes, renversa un verre, oublia des couverts. Mais les clients étaient patients. « Doucement, mon garçon. Tout le monde se trompe au début. »« Pas de souci, on attend. » Cette gentillesse faisait plus mal que n'importe quelle critique. Une semaine passa. Marc se levait à 5 heures, rentrait à 5 heures de l'après-midi. Épuisé,
courbaturé, humilié. Julie lui parlait à peine. Elle dormait tournée de l'autre côté. Quand il essayait de parler, elle répondait par des monosyllabes. Le deuxième samedi, il servit une table particulière. Une femme d'environ 45 ans. Uniforme de femme de ménage, visage fatigué. Elle entra seule, regardant autour d'elle nerveusement. S'assit à la table du coin. Marc s'approcha. « Bonjour, vous voulez la carte ?» Elle le regarda avec des yeux lourds de fatigue. « Combien coûte le plat du jour le moins cher ?»« 3 €. Elle ouvrit son sac, commença à compter des pièces. Marc vit des pièces de 10, de 50 centimes, d'1 €. Elle comptait avec soin. Ses lèvres bougeaient en silence. « J'ai 2,70 €, dit-elle d'une voix basse. « Je peux avoir un demi-plat ?» Marc sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. « Bien sûr que oui, dit-il d'une voix rauque. « Bien sûr !» Il alla en cuisine. « Madame Roselyne, l'appela-t-il. La dame de la table 5 n'a que 2,70 €. On peut faire un demi-plat ?» Madame Roselyne regarda par l'ouverture. Vit la femme. « Fais-lui un plat complet. Bien servi. Je paie la différence. » Marc cligna des yeux. « Vous allez payer ?»« Oui, et toi aussi. Moitié-moitié. » Elle le fixa. « Ici, on prend soin des nôtres. » Marc retourna à la table. Servit l'assiette complète. Riz généreux. Haricots bien chauds. Grande portion de viande. Salade fraîche. « Madame, dit-il en posant l'assiette devant elle. « C'est bon, 2,70 €. » Elle regarda l'assiette. Ses yeux se remplirent de larmes. « C'est trop... Ce n'est pas un demi-plat. »« Si, mentit Marc. On sert bien ici. » Elle se mit à manger, et à pleurer en même temps. Elle mangeait et pleurait. Quand elle eut fini, elle prit la main de Marc. « Merci, mon fils, merci vraiment. J'avais tellement faim. » Quelque chose se brisa en Marc. « Vous n'avez pas à remercier. » Quand elle partit, il alla aux toilettes, s'enferma dans une cabine, et pleura. Il pleura parce qu'il avait vu sa mère dans cette femme. Donna Elena, qui faisait aussi des ménages, qui comptait aussi ses pièces, qui avait parfois faim pour nourrir ses enfants. Et il pleura parce que, pendant 3 ans, il avait traité des gens comme ça, comme des déchets. Ce soir-là, il rentra chez lui différent. Julie était au salon, devant la télévision. « Julie !» l'appela-t-il. « Il faut que je te dise quelque chose. » Elle éteignit la télévision, attentive. Marc s'assit à côté d'elle, lui prit la main. « J'étais un idiot cruel, et j'ai mis trop longtemps à le voir. » Julie resta silencieuse. « Aujourd'hui, j'ai servi une femme de ménage. Elle n'avait que 2,70 €. Elle a compté pièce par pièce. Elle a demandé un demi-plat parce qu'elle n'avait pas de quoi payer l'assiette entière. » Il essuya une larme. « Et je l'ai vue, elle, et j'ai vu ma mère, Julie. J'ai vu combien de fois ma mère a dû passer par ça. Combien de fois elle a été humiliée, traitée comme moins que rien. » Sa voix se brisa. Et moi, je faisais la même chose. J'étais ce type qui humiliait, qui jugeait, qui méprisait. Julie serra sa main. « Je sais, » dit-elle doucement. Marc la regarda, surpris. « Tu sais ? » ?»« Oui. Et plusieurs fois j'ai voulu te le dire. Mais tu n'aurais pas écouté. » Elle soupira. « Quand tu as été rétrogradé, j'ai eu honte. J'ai été en colère. Mais tu sais quand tu as commencé à changer ? » Il secoua la tête. « Le 3e jour. Quand tu es rentré à la maison, tu étais épuisé. Mais tu n'as pas râlé. Tu n'as insulté personne. Tu as juste pris une douche et tu t'es endormi. » Elle sourit. « Et les jours suivants, tu as commencé à parler autrement. Des clients, du travail, avec respect, avec attention. Et j'ai compris que j'aimais de plus en plus la personne que tu étais en train de devenir. » Marc l'attira dans ses bras. « Je t'aime, dit-il. Moi aussi je t'aime.
mais j'aime encore plus ce nouveau toi. » Au 3e mois, quelque chose changea définitivement en Marc. Il ne se voyait plus comme un gérant rétrogradé. Il se voyait comme un serveur. Et il en était fier. Il a pris le nom de tous les clients habituels. Monsieur Joachim Bernard, le maçon. Madame Marie Lefebvre, la couturière. Jonas Petit, le livreur. Il connaissait les commandes par cœur. « Monsieur Joachim », l'appelait-il. « Comme d'habitude ?»« Exactement, mon garçon. » Il recevait de petits pourboires, des pièces, parfois 1 euro, mais il gardait chaque pièce avec soin, parce qu'il savait ce que cela représentait. Un sacrifice, une reconnaissance, un respect. Un jour, Jonas, le livreur, arriva en urgence. « Marc, je dois utiliser les toilettes. C'est urgent. » Marc n'hésita pas. « Bien sûr, vas-y, tu sais où c'est. » Jonas partit en courant. Madame Roseline observa la scène. Quand Marc passa près d'elle, elle lui saisit le bras. « Tu te souviens ? De quoi ? Du livreur qui s'est fait dessus parce que tu ne l'as pas laissé aller aux toilettes, à la cafétéria ?» Marc ferma les yeux. « Je m'en souviens. » « Et maintenant ? Maintenant je comprends. Que les toilettes n'ont pas de classe sociale, que la faim n'en a pas, que la dignité n'en a pas. » Madame Roseline sourit. « Tu apprends, petit. » Au 4e mois, Marc était déjà apprécié au restaurant. Les clients demandaient spécifiquement qu'il les serve. « Il est tout, Marc. Je veux que ce soit lui qui me serve. » Il avait l'impression de faire partie de quelque chose, d'une communauté, d'une famille. Et pour la première fois depuis des années, il se sentait heureux. C'était un jeudi du 4e mois quand Charles apparut. Marc servait une table quand il le vit. Charles-Henri Almeida, assis discrètement dans le coin. Vêtements simples, casquette, lunettes de soleil. Mais Marc le reconnut immédiatement. Son cœur s'emballa. Était-il venu le renvoyer? Dire qu'il n'était pas à la hauteur? Marc termina son service, les mains tremblantes. Inspira profondément 3 fois, puis s'approcha de Charles. « Monsieur Almeida, » dit-il, la voix plus faible qu'il ne l'aurait voulu. Charles retira ses lunettes, sourit. « Marc, assieds-toi un peu. »« Je peux ?»« Bien sûr. » Marc tira une chaise, s'assit au bord, tendu. Charles l'observa un moment en silence. « Comment tu vas ?»« Bien, » répondit Marc. « Fatigué, mais bien. »« Madame Roseline m'envoie des rapports chaque semaine. » Marc déglutit. « Elle envoie ?»« Oui, et tu sais ce qu'elle dit ?»« Non. » Charles se pencha en avant. « Elle dit que tu es le meilleur employé qu'elle ait jamais eu. Ponctuel, dévoué, respectueux avec tout le monde. » Les yeux de Marc se remplirent de larmes. « Vraiment ? Vraiment. Elle a dit qu'au début tu étais perdu, mais que tu as appris vite, et surtout que tu as appris à écouter, à respecter. » Charles sourit. « Elle m'a parlé de la femme de ménage, du fait que toi et elle avez payé la différence. » Marc essuya ses yeux. « Je ne pouvais pas la laisser avoir faim. » Pourquoi ? Parce que j'ai vu ma mère en elle. J'ai vu combien de fois ma mère a dû vivre ça. Et je me suis rappelé combien de gens j'ai forcé à vivre ça. Sa voix se brisa. « J'étais un monstre, monsieur Almeida. Un monstre qui se croyait supérieur parce qu'il avait un poste. »« Tu l'étais, » confirma Charles. « Mais tu ne l'es plus. » Il posa la main sur son épaule. « Tu sais quelle est la différence entre une bonne personne et une mauvaise personne ?» Marc secoua la tête. « Une mauvaise personne n'admet jamais qu'elle a eu tort. Elle continue. Mais une bonne personne, quand elle voit son erreur, elle change. Et toi, tu es en train de changer. » « Vous le pensez ? J'en suis sûr !» Ils parlèrent encore quelques minutes. Charles demanda des nouvelles des clients, des défis, des leçons.
Il était clair que Marc était réellement différent. « Il te reste encore 2 mois, dit finalement Charles. Termine les 6 mois. Je les terminerai, et je profiterai de chaque jour ici. Parfait. Charles se leva. Il laissa 10 € sur la table. Le déjeuner est pour moi aujourd'hui, pour toi et pour Madame Roseline. Vous le méritez. Quand Charles partit, Marc resta assis, à regarder l'argent. Pour la première fois depuis des mois, il sentit de l'espoir. L'espoir que, peut-être, il pourrait se racheter. Charles était au Café Essence quand Marc arriva. Exactement 6 mois après le jour qui avait tout changé. Marc était complètement différent. Les cheveux sans gel, naturels, un peu plus longs. Des vêtements simples, jeans et chemise, pas de costume. Le visage plus maigre, plus marqué. Mais il y avait quelque chose de nouveau dans ses yeux. De la paix. Monsieur Almeida. Marc, assieds-toi. Ils s'assirent à la même table qu'il y a 6 mois. Patricia apporta 2 cafés sans avoir besoin de demander. Elle sourit à Marc. Elle avait entendu son histoire par Madame Roseline. « Madame Roseline m'a envoyé tes rapports chaque mois », commença Charles. Marc acquiesça, nerveux. Le dernier était particulièrement intéressant. Charles ouvrit un dossier. Elle a écrit, et je cite, « Marc n'est plus l'homme arrivé ici. Il est meilleur, plus humain, plus gentil. Il traite tout le monde comme une famille. Les clients l'adorent. J'aimerais le garder dans mon équipe. Mais je sais qu'il a le potentiel pour plus. » Des larmes coulèrent sur les joues de Marc. Elle a écrit ça? Oui. Et plus encore. Elle a dit que tu avais payé des repas de ta poche au moins 5 fois, que tu restais après l'heure pour aider à nettoyer, et que tu avais défendu une cliente qui se faisait importuner. Charles se pencha en avant. Tu as changé, Marc, pour de vrai. Je devais changer. Je ne supportais plus d'être celui que j'étais. Et qui es-tu maintenant? Marc réfléchit. Quelqu'un qui apprend encore, mais qui essaie au moins d'être décent, d'être juste. Charles sourit. Alors tu es prêt pour la prochaine étape. Il sortit des documents. J'ouvre une nouvelle cafétéria, à Guarulhos, dans un quartier ouvrier. Il montra des photos. Ce sera un juste milieu entre Sabor da Villa et le Café Essence. Du café de qualité, mais à des prix accessibles. Un lieu chaleureux pour les travailleurs. Marc regardait les photos, perdu. « Et je veux que tu en sois le gérant. » Marc releva les yeux, choqué. « Vous me voulez comme gérant? » « Oui, mais pas le gérant que tu étais, le serveur que tu es devenu. Humble, respectueux, inclusif. » Charles posa les documents devant lui. « Bon salaire, participation aux bénéfices si ça marche, autonomie pour recruter et former ton équipe. » Marc n'en croyait pas ses oreilles. « Vous me donnez une vraie seconde chance. » « Oui, parce que tu as prouvé que tu la mérites. Mais comprends bien, c'est la dernière. Si tu redeviens celui que tu étais, c'est fini. Pas de 3e chance. » « Je ne redeviendrai pas, je le promets. » Il se frappa la poitrine. « Ça a changé. Pour toujours. » Charles tendit la main. « Bienvenue à nouveau, Marc. » Ils se serrèrent la main fermement. « Quand est-ce que je commence? » « Lundi prochain. On a 2 semaines pour tout préparer avant l'ouverture. » Marc sortit de la cafétéria en flottant. Il rentra directement chez lui. Julie était là. « Julie !» cria-t-il en entrant. « Julie !» Elle arriva de la cuisine, inquiète. « Qu'est-ce qu'il y a ?»« J'ai réussi, j'ai retrouvé ma chance. » Il la souleva et la fit tourner. « Je redeviens gérant de la nouvelle cafétéria à Guarulhos. » Julie rit, émue. « Je le savais. Je savais que tu allais y arriver. » Ils s'enlacèrent fort. « Mais ce sera différent, » dit Marc en s'écartant pour la regarder dans les yeux. « Je ne serai plus le gérant arrogant d'avant, je serai différent, meilleur. » « Je sais. » Elle sourit.
Et je serai à tes côtés. Le Café Essence était plein un jeudi soir. Patricia gérait tout avec maîtrise. Elle avait obtenu son diplôme en gestion le semestre précédent. Charles avait payé toutes ses études comme prime. À présent, elle supervisait non seulement l'essence, mais aussi 3 autres unités. L'unité de Guarulhos, dirigée par Marc, était un succès absolu. Des fils à la porte chaque matin, des avis 5 étoiles en ligne. Mais le succès ne venait pas seulement du café. Il venait du service. Marc formait personnellement chaque employé. « Le respect avant tout », disait-il. « Peu importe qui franchit la porte, PDG ou livreur, tout le monde est le bienvenu. Tout le monde est traité avec dignité. » Son histoire était devenue une légende dans l'entreprise. Le gérant qui a été transformé. Les nouveaux employés entendaient ce récit pendant la formation. Comme avertissement. Comme inspiration. Charles, à 52 ans, restait simple. Il continuait de visiter les établissements sans prévenir, d'observer, de parler, de s'assurer que les valeurs restaient intactes. Un après-midi, il était au Café Essence quand un jeune homme noir entra. Hésitant, nerveux. Vêtements simples, vieux sac à dos. Patricia le vit la première. Elle s'approcha avec un immense sourire. « C'est votre première fois ici ?»« Oui, » dit le jeune homme, « mais je pensais que ce serait trop cher pour moi. »« On a des options pour toutes les bourses, » répondit Patricia. « Et surtout, tout le monde est le bienvenu ici, toujours. » Le jeune homme sourit, soulagé. « Alors donnez-moi un café, le moins cher. »« Bien sûr, asseyez-vous là, je vous l'apporte. » Charles observait de loin, souriant. Ça, c'était le succès. Pas les 23 établissements qu'il possédait désormais. Pas l'argent à la banque. Mais savoir qu'il créait des lieux où les gens étaient traités avec dignité. Où personne n'était jugé. Où le respect était la monnaie la plus précieuse. Ce soir-là, après la fermeture, Charles resta seul quelques minutes. Il regarda autour de lui. Pensa à tout ce qui s'était passé. À l'humiliation devenue transformation. À la cruauté devenue compassion. « Merci, maman, » murmura-t-il à l'air, « de m'avoir appris ce qui compte vraiment. » Et il sortit, éteignant les lumières, prêt à continuer à construire un monde plus juste. Un café à la fois. Si cette histoire vous a touché, laissez un like. Commentez. Avez-vous déjà été jugé sur votre apparence? Avez-vous déjà jugé quelqu'un? Partagez pour rappeler aux gens que le respect n'a pas de prix. Abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires qui prouvent que le caractère vaut plus qu'un titre. À très bientôt dans la prochaine vidéo.